Économie de Max sur i24 News. Soyez les bienvenus au programme aujourd'hui. L'idée fait trembler l'Espagne, celle d'une Catalogne indépendante. Elle pèse 20% du PIB espagnol. Le Parlement catalan a engagé hier un processus de sécession. Peut-on en évaluer les conséquences économiques pour Madrid? Une chose est sûre, la rupture est en marche. Nous entendrons l'avis de Laurent Hatchouel. Et puis intelligence artificielle, réalité virtuelle ou encore Big Data et Smart Cities, le Web Summit 2015 se tenait à Dublin la semaine dernière. On présente l'événement comme le Davos des geeks, des dizaines de milliers de visiteurs, des centaines de startups dont quelques-unes israéliennes. Le résumé en reportage, ce sera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actu éco en bref et en images pour commencer. Et la France d'abord, Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi les pistes de réflexion de son nouveau projet de loi baptisé Noé, Nouvelles opportunités économiques. Loi censée entre autres accompagner la France dans la transformation numérique. Formation, entrepreneuriat ou salaire, le projet sera présenté fin janvier en Conseil des ministres. Le ministre de l'économie s'est déclaré au passage favorable à intégrer la part du mérite dans le salaire des fonctionnaires. On l'écoute ce matin, c'était au micro d'Europe 1. Maintenant, regardez la réalité des choses. Il y a beaucoup de fonctions qu'on donne à des fonctionnaires qui pourraient l'être par des gens qui ne le sont pas. Et on garantit des emplois à vie parfois de manière indue, sans même passer par des concours. Et ça, c'est pas juste. Et moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser. Simplement, la performance, quand on est fonctionnaire, elle ne se mesure pas forcément comme dans l'entreprise. Parce qu'on est en charge de l'intérêt général. Une bonne nouvelle pour l'industrie française. Alstom vient de remporter un contrat en Inde pour la fourniture de 800 locomotives électriques. Montant de l'opération, 2,8 milliards d'euros sur 10 ans. Le deal prévoit qu'Alstom construise une usine dans l'est de l'Inde, d'où sortira l'essentiel de la production. En parallèle, l'américain General Electric, qui vient de racheter le pôle énergie d'Alstom, a été retenu par New Delhi pour construire 1000 locomotives diesel cette fois. 2,4 milliards d'euros sur 11 ans. L'Inde va dépenser près de 140 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour moderniser son réseau ferré, souvent délabré. Autre contrat toujours dans les transports, ça se passe cette fois à Dubaï pour le salon aéronautique biannuel. 3,6 milliards de dollars pour la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet qui commande 30 appareils monocouloirs Airbus A321. À part cela, peu d'animation côté vente pour ce salon qui avait enregistré des commandes records en 2013 avec plus de 200 milliards de dollars. On vient en Europe avec le débat sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union. Un référendum pourrait avoir lieu l'an prochain. David Cameron, le Premier ministre britannique, a énoncé ce mardi ses exigences à Bruxelles. Moins de pouvoir, notamment pour la zone euro, pas de marche forcée vers le fédéralisme ou encore l'expansion du marché unique des biens et des services. Hier à New York, c'est le chef de la diplomatie britannique qui avait mis la pression sur les Européens. Londres n'a pas peur d'un Brexit. Si nos partenaires européens font la sourde oreille à notre demande de réforme, sachez que le Royaume-Uni est la 5e plus grande économie du monde. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes un membre dirigeant de l'OTAN. Nous menons le Commonwealth. Si nous devions opérer en dehors de l'Union, nous le ferions. Ce serait difficile, mais pas impossible. Mais encore une fois, ce n'est pas le but. Nous voulons une réforme de l'Union qui la rende plus robuste pour l'avenir, au bénéfice de tous les peuples d'Europe. Un mot sur la Grèce, nous vous le disions hier, l'Eurogroupe devait se prononcer sur le versement d'une nouvelle tranche d'aide en faveur d'Athènes, 2 milliards d'euros. Eh bien, pas d'accord finalement à Bruxelles. Les tractations n'ont pas permis ce déblocage qui aurait dû en principe intervenir le mois dernier. Et le patron de l'Eurogroupe s'en explique, on l'écoute. Les 2 milliards d'euros dépendent des mesures prises sur les banques. Ils ne seront versés qu'une fois que les institutions donneront leur feu vert et diront que toutes les mesures convenues ont été réalisées et mises en œuvre. Cela n'a toujours pas eu lieu. Et puis c'est la nouvelle croisade du pape. Elle s'attaque aux mauvaises conditions de travail. En visite à Prato, en Toscane, le pape François a plaidé pour le droit à un travail digne. Plusieurs milliers de Chinois travaillent dans ce qui est considéré comme la capitale italienne du textile, souvent dans la clandestinité. L'exploitation et les conditions de vie inhumaines sont une tragédie. Ce n'est pas un travail digne. La vie de chaque communauté exige la lutte contre le cancer de la corruption, le cancer de l'exploitation des personnes et des travailleurs et le poison de l'inégalité. Les
L'Espagne va-t-elle perdre la Catalogne? C'est une résolution sans précédent qu'a adopté hier le Parlement catalan, le lancement d'un processus de rupture avec Madrid et un objectif, la déclaration d'indépendance au plus tard d'ici 18 mois. Plus riche région espagnole, 20% du PIB, la Catalogne bénéficiait déjà d'une forte autonomie. Les motivations économiques ne manquent pas du côté de Barcelone, mais ce choix pose aussi la question du réveil identitaire en Europe. Avant d'en parler avec Laurent Hatchwell, les faits en images, Johanna Citruc. C'était le 9 novembre 2014. Quelques 2 millions de Catalans votaient en faveur de l'indépendance de leur région. Un an jour pour jour après ce référendum, c'était au tour du Parlement de se prononcer. Lundi, après plusieurs heures de débat, il adopte une résolution inédite. Un texte qui engage un processus de rupture avec l'Espagne. L'étape qu'a franchie le Parlement nous satisfait. Nous sommes conscients qu'il en faudra d'autres, qu'il faudra rechercher l'unité pour disposer d'un gouvernement. Et il faudra de la stabilité institutionnelle pour mener à bien le processus que le Parlement a lancé ce lundi de façon solennelle. Objectif, faire de la région la plus riche du pays une république indépendante, au plus tard en 2017. Aujourd'hui, la Catalogne représente 20% du PIB espagnol. Ses atouts économiques sont nombreux. Elle possède un des plus grands ports commerciaux de la Méditerranée, à Barcelone, 4 aéroports internationaux et un demi-million d'entreprises. C'est également la première destination touristique du pays. Mais le problème, c'est sa dette. Elle représente près d'un tiers de son PIB. Selon les indépendantistes, le régime de redistribution imposé par Madrid jouerait en sa défaveur. Les impôts dont la Catalogne doit s'acquitter seraient bien plus élevés que les aides qu'elle reçoit. Les gens étaient en colère contre le gouvernement à cause des nombreuses affaires de corruption, mais aussi à cause de la situation économique, et c'était déjà le cas depuis un bon moment. Donc après plus de 3 ans de colère, les gens sont fatigués d'entendre toujours le même discours. À présent, ils veulent plus d'espoir. Mais c'était sans compter sur le chef du gouvernement. Mariano Rajoy a annoncé qu'il présenterait un recours en urgence devant la Cour constitutionnelle afin d'invalider cette résolution indépendantiste. À l'instant même où le Parlement catalan a approuvé une résolution pour entamer un processus illégal de constitution d'une république catalane indépendante, le gouvernement a pris une décision et a agi en conséquence. Selon une étude de la banque Natixis, cette indépendance n'est pas sans risque. Premièrement pour le pays, qui serait privé d'une région particulièrement dynamique, mais aussi pour la Catalogne elle-même. En sortant de l'Union européenne et de la zone euro, elle pourrait voir ses exportations diminuer et ses sociétés s'en aller. Alors qu'actuellement, la moitié du commerce catalan se fait avec le reste de l'Espagne. Forcément, l'Espagne comme premier partenaire économique, au moins dans un premier temps, déjà une limite à l'indépendance réelle. On retrouve Laurent Hatchwell, l'analyste économique. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue Laurent. Alors c'est l'une des raisons, on va commencer par ça, de la percée indépendantiste. Les Catalans estiment qu'ils payent trop pour l'Espagne et qu'ils ne reçoivent pas assez, notamment au niveau des infrastructures. C'est ça qui a un petit peu déclenché ce mouvement? Alors effectivement, le Catalan s'estime être un peu la vache à lait de l'Espagne. Cependant, il faut rappeler que la Catalogne est une région, il y a une histoire de cette région. Elle a déjà été indépendante, elle a sa propre langue, donc une tradition et un peu un esprit indépendant depuis des siècles, qui se réveille depuis 2008. Un peu avant, mais depuis la crise qu'a connue l'Espagne, 2008, les velléités indépendantes de la Catalogne ont émergé et sont de plus en plus fortes. Il y a aussi un problème dans la répartition du financement des régions en Espagne, une sorte d'injustice. Ça, vous partagez ce constat? Oui, c'est le combat Barcelone contre Madrid. Barcelone a l'impression de trop payer. C'est une région qui est forte économiquement. Donc un peu d'égoïsme aussi peut-être. Un peu d'égoïsme qui se réveille en temps de crise, David. Évidemment, la Catalogne est une région forte, dynamique, ouais. Qui représente 20% des produits intérieurs de l'Espagne. Les atouts, c'est un secteur industriel agroalimentaire, chimique, un tissu économique avec beaucoup de petites entreprises qui est très très fort, et aussi le tourisme avec cette grande ville qu'est Barcelone. Donc une région
qui est très puissante et très importante au niveau pour l'Espagne. Ouais, alors justement, au niveau du contexte dans lequel survient cette décision, on sait que l'Espagne, ça ne va pas très fort, la crise financière, économique, sociale depuis plusieurs années, c'est ça qui a amplifié un petit peu cette poussée indépendantiste? Alors oui, David, parce que malgré le rebond qu'on a vu l'année dernière, l'Espagne a encore un très fort taux de chômage, plus de 22%. Comme je l'ai dit, la Catalogne a l'impression d'être un peu le vache à lait de cette Espagne, et en temps de crise, c'est là où les difficultés, on va dire les rancœurs et les velléités d'indépendance ressurgissent. C'est-à-dire que la Catalogne dit, les dirigeants de la Catalogne pensent que les pertes vont être inférieures aux gains engrangés par cette indépendance. Ils disent, on va pouvoir se débrouiller tout seul, on est fort, on a des atouts, ça va être un peu dur au début, mais à long terme, notre vision à long terme, c'est qu'on va y gagner. Ouais, avec une grosse zone d'inconnu quand même. Alors d'un point de vue maintenant européen, on a l'impression que tout ça, ce réveil des identités, ou d'ailleurs repli identitaire, ça va un petit peu à contresens de la construction européenne, du fédéralisme. Est-ce que ça va donner des idées à d'autres régions, l'Écosse, les Flandres? Alors non, ça ne va pas à contresens, au contraire de ce qu'on lit un peu partout. Plus l'Europe se renforce, plus les nations s'affaiblissent et plus les velléités d'indépendance régionale sont fortes. Donc à partir de là, et on peut très bien voir dans l'avenir, dans le futur, une Europe des régions, une espèce d'Europe fédéraliste avec des régions qui sont très très fortes. Finalement, c'est euro-compatible. C'est pas une menace pour l'unité européenne. Alors à court terme non, parce que tout le monde a peur de cette résurgence des régions, mais à long terme, on peut très bien imaginer une Europe avec des nations qui servent finalement plus beaucoup, parce qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de gouvernement. On peut très bien imaginer quelque chose, une Europe avec des régions très fortes, l'Europe fédéraliste, l'Europe de demain. On verra ça. Merci beaucoup Laurent Hatchwell pour ces éclairages. Et direction Dublin, où se tenait la semaine dernière la 5e édition du Web Summit, le grand rendez-vous de la planète geek, et une occasion unique pour les jeunes entrepreneurs de faire découvrir aux investisseurs leurs innovations technologiques. Plusieurs startups israéliennes ont saisi l'occasion. Reportage sur place, Nathalie Erlich et Laura Duhamel. Bienvenue au Web Summit, la conférence qui réunit le monde du high-tech. Ils sont plus de 40 000 participants, originaires de 134 pays. Au programme, 3 jours de formation, d'échanges et de rencontres en plein cœur de la capitale de la technologie, Dublin. Et cette année, plusieurs entrepreneurs israéliens sont de la partie. Ils nous présentent des startups de renom comme Hear Me Out, Save Beyond ou encore TimeNote. Il y a des dizaines de startups israéliennes présentes au Web Summit cette année. Les gens de Waze sont venus précédemment et c'était vraiment très bien. Toubouya et Takei, plein de startups géniales. Israël est un pays fantastique pour la high-tech. Il y a beaucoup d'émulation. Movit, l'une des plus célèbres startups israéliennes, a aussi répondu présent. Son président a animé 3 ateliers où il a insisté sur la création de villes intelligentes qui utilisent le high-tech pour améliorer les services urbains. Il a aussi loué le pouvoir de la passion. C'est très important de travailler avec des gens passionnés. À Waze, une fois qu'on a trouvé des personnes passionnées par le trafic public, elles nous ont aidé énormément à promouvoir notre application dans leur propre pays. À Dublin, les participants ne se contentent pas de parler affaires, ils font aussi des affaires. Nous avons trouvé des opportunités à l'international, des investisseurs vraiment intéressants. Et oui, c'est un événement vraiment génial. C'est donc un événement gagnant-gagnant pour les startups israéliennes. Elles échangent avec les plus influents du monde du high-tech et avec les médias internationaux. Cerise sur le gâteau, le billet d'avion est bien moins cher que pour aller à San Francisco. Dublin qui devient l'un des hauts lieux de la technologie mondiale. On passe au Media Watch. L'énergie et Volkswagen aujourd'hui à la une de la revue de presse. L'énergie évidemment avec la COP21, c'est très bientôt. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors vous nous parlez d'un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Oui, à 3 semaines de la conférence sur le climat, l'AIE fait ses pronostics pour les 25 années à venir. Alors premièrement, d'ici 2040, la demande en énergie devrait augmenter de 30%. En revanche, quelques 800 millions de personnes n'auront a priori toujours pas accès au courant. Deuxièmement, la moitié de l'électricité qui est produite en Europe devrait l'être grâce aux énergies renouvelables. En Chine et au Japon, ça sera 30%. Aux États-Unis et en Inde, 25%. Pour ce qui est du charbon, l'énergie fossile, donc la plus polluante, d'ici 25 ans, sa demande devrait augmenter et même tripler en Asie du Sud-Est. Et le dernier point concerne le pétrole. En 2040, la consommation des pays les plus développés devrait être plus faible qu'aujourd'hui, plus faible de 10 millions de barils par jour. Quant à son cours, actuellement sous la barre des $50,
il pourrait mettre quelques années à remonter. Selon l'AIE, le baril d'or noir ne devrait pas renouer avec les 80 $ avant 2020. D'ailleurs, le FMI le dit aussi. Et puis, je vois un retour sur Volkswagen et l'affaire des moteurs truqués. Alors, le groupe veut à tout prix essayer de conserver ses clients. Et Volkswagen veut se faire pardonner, et surtout auprès de ses clients américains dupés. Ils vont bientôt pouvoir bénéficier de quelques avantages. Tout d'abord, ils vont recevoir une carte cadeau Visa d'une valeur de 500 $. Ensuite, ils recevront une seconde carte du même montant, mais utilisable uniquement chez les concessionnaires Volkswagen. Et pour terminer, ils pourront bénéficier d'une assistance dépannage gratuite, et ça pendant 3 ans. Avec près de 500 000 véhicules affectés par le scandale aux États-Unis, la facture devrait donc frôler les 500 millions $. Si de tels dédommagements étaient mis en place en Allemagne, ça pourrait coûter à Volkswagen plus de 2 milliards $. Une facture qui ne cesse de s'alourdir. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.